Au départ, il y a une promesse. Alors, ça date de la fin d'année 2023. Un consortium, Meditwin, qui annonce, alors il réunit déjà, je vais préciser quand même, 7 IHU, des instituts hospitaux universitaires, le CHU de Nantes, INRIA, et puis des startups aussi associées d'Assosystème. Et donc, ils nous promettent qu'avec des jumeaux virtuels, des jumeaux numériques, on va pouvoir améliorer la qualité des soins de santé. Bonjour, Stanley Durleman, bienvenue dans Smartech. Vous êtes le directeur de recherche, vous êtes directeur de recherche INRIA. INRIA, donc Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Vous êtes aussi chef d'équipe à l'Institut du cerveau, membre de l'Institut de recherche en IA de Paris, cofondateur de Kernel. C'est une spin-off d'INRIA qui est dédiée à l'accès à la neurologie de précision au plus grand nombre. Et vous avez lancé drmemo.fr, première clinique digitale, comme vous la présentez, qui est dédiée aux troubles de la mémoire. Alors, je reviens sur cette promesse du consortium, créer des jumeaux numériques personnalisés, des organes, du métabolisme, de tumeurs cancéreuses. Comment est-ce que ça peut nous aider à améliorer la manière dont on va être soigné ? Le concept de jumeaux numériques, d'abord, il faut le rappeler, vient de l'industrie. On réalise des modèles 3 dimensions, par exemple d'une pièce comme une aile d'avion, oui. Et puis on modélise les efforts qui s'exercent sur la pièce, et on regarde est-ce qu'elle va tenir, est-ce qu'elle va briser. Et ça permet aujourd'hui de faire de la maintenance prédictive. Donc j'ai une aile d'avion, l'avion vole, j'ai des capteurs qui mesurent la pression, la température, les forces qui s'exercent, et je suis capable de prédire le moment où la pièce va casser. Et je la change avant qu'elle casse. En fait, on fait peut appliquer ça à la biologie ? Exactement. L'idée, c'est de faire la même chose sur la biologie. On va modéliser des tissus, des organes. On va regarder effectivement comment la personne vieillit ou se développe avec ces différentes données qu'on va pouvoir capturer sur cette personne et essayer de prédire ce qui va lui arriver, donc pour prévenir l'apparition éventuellement de maladies. Mais alors, moi, la question que je me posais, c'est comment est-ce possible de modéliser alors que chaque être humain est tout à fait unique. Et donc, j'imagine qu'il y a, oui, des grands modèles de développement de maladies, mais pour arriver à une médecine plus personnalisée, ça ne me semble pas compatible avec le rattachement à des grands modèles très généralistes. Alors, les modèles sont effectivement personnalisables. Donc, il y a 2 grands types de modèles. Il y a des modèles où on va prendre toute la connaissance biologique qu'on a, par exemple sur le cœur, on connaît la mécanique du cœur, on connaît assez bien l'électrophysiologie, et puis on va intégrer toutes ces équations, on va voir comment le cœur évolue. Et dans ce modèle, il y a des paramètres. Et donc, je vais mesurer les paramètres que vous avez, les paramètres de votre cœur, votre tension artérielle, etc. Et je vais personnaliser le modèle pour avoir un modèle qui est aussi proche que possible de votre cœur à vous. Donc, mais quand il fonctionne bien, alors ? Quand il fonctionne bien, ou alors, effectivement, dans certaines conditions, on va percevoir que s'il y avait un choc qui apparaît, si vous avez une telle type de pathologie, effectivement, votre cœur, comment va-t-il évoluer ? Si on va faire une intervention chirurgicale, on va essayer de déterminer, on va simuler l'intervention chirurgicale sur le modèle pour voir comment le cœur se comporterait après l'opération et déterminer, par exemple, la meilleure façon d'opérer. Mais donc ça veut dire qu'il faut pouvoir presque nous modéliser quand on est en bonne santé, finalement. Oui. Eh oui, alors ça, c'est un premier défi, non ? C'est un premier défi. Alors nous, par exemple, on ne s'intéresse pas au cœur, on s'intéresse au cerveau. Oui. Alors le cerveau, c'est encore plus compliqué parce qu'on connaît encore moins de choses que sur le cerveau. Mais on a la chance d'avoir beaucoup de données chez beaucoup de patients qu'on a vus à plein d'instants dans le temps. Donc effectivement, on a plein de patients qui racontent un peu, finalement, la façon dont leur cerveau vieillit avec ou non une maladie. Et donc, nous, on a construit des algorithmes d'intelligence artificielle générative qui permettent de prendre l'ensemble de ces données, de les faire analyser par un ordinateur et qui va permettre de restituer, de dire, voilà, en fait, la maladie, en premier ordre, elle se découle comme ça, mais en fait, chez plein de patients, elle se développe de manière très différente. Et donc, maintenant, moi, j'ai un patient qui arrive, je mesure un certain nombre de données sur ce patient et je dis, voilà, j'ai ce patient-là, il a un score de mémoire de temps, un score d'attention de temps, il a ses constantes biologiques qui sont comme ça. Et je demande à l'intelligence artificielle de me dire comment est-ce que cette personne, dans 3 ans, par exemple, je lui demande, dans 3 ans, quelle sera sa capacité de se repérer dans l'espace ? Ou quelles seront ses capacités de mémorisation ? Et en fait, aujourd'hui, du coup, on a des modèles qui arrivent jusqu'à 3-4 ans à prédire comment vous avez déjà testé et prouvé, dont vous pouvez mesurer les résultats. Absolument. Donc on n'est plus dans la recherche, là. On est déjà dans une transition, effectivement, dans un produit quasiment technologique. Oui. Et tout l'enjeu, effectivement, c'est comment on fait pour que ces outils-là sortent du laboratoire et arrivent pour être mis entre les mains, dans la vie de tous les jours. Oui, alors expliquez-nous justement, quels sont les défis à relever pour qu'on y arrive ? Le premier défi, c'est que ces jumeaux numériques, on a compris, l'intérêt, c'est pour prévenir ce qui va arriver. Et on a un système de soins qui n'est absolument pas construit pour la prévention. On a un système qui est construit autour de l'acte médical, de la prescription. Aujourd'hui, on ne sait pas faire de la prévention dans le système de soins. Et donc, on a créé avec mon associé
il y a 2 ans, drmemo.fr, justement, pour les maladies liées à la mémoire, arriver à mettre en place des parcours de soins très tôt, dès les premiers signes, et de façon à pouvoir débuter des stratégies de prévention vraiment dès les premières plaintes de mémoire. C'est pour ça que éveiller la conscience en fait, de la personne et des familles sur les problèmes de mémoire au stade les plus précoces, en fait, améliore déjà la qualité de vie en bonne santé et offre des perspectives, effectivement, en mettant en place des mesures de prévention, médicamenteuses ou non. Et alors moi j'ai lu prédire, traiter Alzheimer, ça c'est possible, c'est atteignable? Alors traiter Alzheimer, non. Guérir, aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, il n'y a aucun espoir de guérir la maladie d'Alzheimer. Par contre, avant-hier, la FDA a autorisé la mise sur le marché d'un médicament contre Alzheimer qui, s'il est prescrit suffisamment tôt, donne l'espoir effectivement de pouvoir faire reculer l'apparition des symptômes, de pouvoir freiner la progression de la maladie. Donc on est bien dans un cadre de prévention. Et ça, on va pouvoir en plus le mesurer grâce aux jumeaux. Et on pourra effectivement le mesurer et voir la question auquel aujourd'hui personne ne sait répondre, c'est aujourd'hui ces médicaments, si je les prescris à une personne, quel est le bénéfice à en attendre et quel est le risque associé. Merci beaucoup Stanley Durlman, vous êtes directeur de recherche INRIA, je le rappelle, et merci pour vos travaux et vos explications. Merci à vous. À suivre, c'est notre rendez-vous Game Business.